morning, Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue à cette réunion parallèle des CEO Talk. Nous essayons donc de façonner l'avenir de l'Afrique. J'espère que vous avez profité du dîner de gala. Je sais que beaucoup d'entre vous ont profité de l'activité extra-conférence. Je pense que vous êtes frais ce matin. Nous aurons donc un panel très intéressant et comme vous le savez, on va donc continuer le débat sur l'Afrique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées, mais nous savons qu'il faut accélérer. Il faut mettre à l'échelle. Nous avons besoin de créer un impact. Et c'est ce qui fera donc l'objet de discussion au cours de ce panel. Nous allons parler de l'agenda du numérique. Nous allons parler de comment est-ce que l'Afrique pourra donc relever le défi numérique. Et puis, on parlera de tout ce qui se passe dans le monde entier, notamment comment en profiter. Nous allons également parler de l'agenda de l'intégration parce que c'est quelque chose qui est cher à l'Afrique. L'Afrique ne peut pas se développer sans intégration, mais nous constatons qu'il y a beaucoup d'intégration, il y a beaucoup de gens qui font de très bonnes choses, on reconnaît, mais il y a encore beaucoup à faire. Et puis, nous allons parler d'une des initiatives les plus importantes dans le développement de l'Afrique, notamment le financement. Nous savons qu'il y a beaucoup d'initiatives par-ci et là, mais il y a encore beaucoup de défis pour inviter les experts en financement vers l'Afrique. Alors, pour en parler, nous avons des champions africains. Ce sont des têtes de l'Afrique. Nous avons notamment des lauréats, n'est-ce pas, d'hier, notamment M. Algo Lajed du groupe IBL. Écoutez, félicitations pour le prix concernant le Family Business Award. Vous êtes la bienvenue. Ensuite, Brenda Baticio qui vient de Triffic. Brenda, vous êtes la bienvenue. Oui, veuillez vous asseoir au milieu. Ensuite, Soumaïla Zoubari, président de la SFI. Autant pour moi, Africa Finance Corporation. Vous êtes également lauréat des African Awards. En tout cas, félicitations. Alors, ensuite, Monsieur Philippe Labonne, président de Africa Global Logistics. Ensuite, M. Jules Ngakam, qui est le président du groupe de Africa Guarantee Fund. Bienvenue. Écoutez, nous reconnaissons qu'il y a beaucoup de défis, comme on l'a dit. Et puis, comme on a dit, toutes ces personnes et ces entreprises travaillent d'arrache-pied pour changer la donne. Nous allons commencer le débat avec Samaïla. Samaïla, parlons un peu de l'Africa Finance Corporation. Vous n'êtes pas simplement dans le financement. Vous réfléchissez également, vous faites la recherche concernant l'avenir de l'Afrique. Je sais que vous êtes en train de lancer un rapport très important en termes d'infrastructures. Vous parlez donc de l'état des lieux, des infrastructures africaines. Dites-nous-en davantage. Que cache ce rapport? Merci infiniment. Bonjour à tout le monde. Merci également à ce forum Africa CEO et de cette opportunité que vous me donnez. À l'endroit donc de notre pays hôte, notamment le gouvernement du Rwanda, merci de m'avoir donné l'opportunité de parler des dialogues sur l'avenir de l'Afrique. Je pense que le décor a été planté hier avec les questions notamment comment est-ce que, pourquoi est-ce que l'Afrique n'est pas encore à ce niveau? Mais aujourd'hui, on va parler de la possibilité, la capacité de l'Afrique. Alors, ce que nous faisons au niveau de l'Africa Finance Corporation, c'est de se poser la question sur qu'est-ce qui est nécessaire pour nous permettre d'avancer. Alors, nous lançons un rapport aujourd'hui qui est donc accompagné de plusieurs questions sur la base de notre expérience. Je vais vous présenter un petit récit. Il y a quelques années auparavant, nous avons investi dans la zone économique spéciale avec une entreprise appelée OLAM, en collaboration avec le gouvernement gabonais.
Nous avons donc investi dans la construction de 3 ports, le réseau, le parc industriel, les lignes de transmission et pour l'adduction en électricité dans la zone économique. Et puis, apparemment, ce projet fonctionne. Ça fonctionne parce que l'Afrique est reconnue, enfin le Gabon en particulier est reconnu d'avoir été champion dans l'exportation donc des produits dérivant, n'est-ce pas, de l'exploitation du bois. Nous avons la confection des meubles du Gabon. Et donc, en plus de cela, nous avons élargi cela au niveau donc du Bénin, où on se focalise sur l'anacade, le coton, le soja, etc. Et nous avons donc eu la capacité d'exporter des t-shirts vers les États-Unis, aussi bien que le confectionnement des uniformes pour les militaires. Nous sommes également au Tchad, nous nous focalisons dans l'élevage. Et dans ce pays, nous avons donc essayé une expérience sur la libre-échange. Parce que nos animaux quittent du Tchad vers le Cameroun et ensuite vers l'Angola. Alors, ce que nous avons découvert, c'est que c'est très difficile, n'est-ce pas, de procéder à l'exportation de ces produits. C'est vrai que les ports ont été créés, mais malheureusement, le réseau n'est pas aussi efficace. Donc, nous avons le port minéralier d'Ovendo qui présente des difficultés vis-à-vis du réseau. Donc, à chaque fois que nous avons un problème sur le chemin de fer, nous voyons qu'il y a des conséquences néfastes sur le port et ailleurs. Voici donc un exemple qui montre la nécessité de trouver des solutions à la connectivité du port vis-à-vis du marché et vers les centres de production. Alors, nous avons toujours essayé de défendre l'idée selon laquelle l'Afrique connaît un moment du changement avec l'intersection de la transition énergétique, la lutte contre le changement climatique, l'objectif zéro net qui nous présente donc l'opportunité de faire avancer la transformation numérique de nos économies. Nous pensons que l'exploitation des matières premières n'est pas la solution pour le progrès de l'Afrique. Il faut donc trouver des voies et moyens pour se lancer dans la transformation structurelle qui va donc encourager la croissance durable, créera assez d'emplois et puis pourra donc autonomiser les Africains sur le continent. Alors, cette transformation structurelle ne peut pas se réaliser toute seule. Ça nécessite de l'investissement au niveau énergétique. Et donc, nous avons mis en exergue, à travers ce rapport, des écarts pour montrer un peu les différentes opportunités dans l'énergie pour accompagner la transformation structurelle. À titre d'exemple, la Guinée. La Guinée est l'une des plus grandes productrices de bauxite à l'échelle mondiale, tout comme l'Australie. L'Australie aussi est reconnue comme un pays producteur de bauxite avec des minéraux immenses. Mais non, la Guinée, malheureusement, n'obtient rien en termes de retour sur l'exploitation du bauxite. Parfois, la cargaison des bauxites est imputée au prix du bauxite. Je le sais parce que j'ai investi dans 2 mines de bauxite en Guinée. Alors que l'Australie est capable de passer de la bauxite vers l'aluminium. Vous voyez donc que la transition permet donc de capturer la valeur. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour en faire autant en Guinée? Eh bien, la réponse se trouve dans le rapport. Maintenant, à l'avenir, ce que nous aimerions faire, c'est de dire, oui, nous disposons de tous ces métaux, nous avons l'intensité de carbone, les minéraux, les exigences énergétiques, n'est-ce pas? Mais quelle sera la priorité pour l'Afrique? L'Afrique comporte, n'est-ce pas, des teneurs, n'est-ce pas, en fer à plus de 70%. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas besoin de trop d'énergie pour transformer cette matière première. Et je pense que c'est donc un domaine qui nécessite notre attention. Nous avons également des réserves de cuivre qui nous permettront, qui seront nécessaires pour l'avenir. J'ai parlé par exemple à un grand exploitant minier qui a dit que les réserves donc de cuivre seront les minéraux les plus sollicités.
Et puis sa transformation va poser le plus grand défi. Nous savons tous l'histoire de l'acquisition de l'anglo-américain avec BHP et tous les défis que cela comporte. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est donc la motivation d'acquisition par les réserves de cuivre. On va donc essayer de transformer le cuivre que nous avons pour obtenir un peu plus de valeur. Un autre exemple sur ce que nous faisons, nous investissons dans les mines de cuivre et la production en RDC et dans ce que nous faisons, nous investissons également dans le barrage hydroélectrique qui nous permettra donc de créer cette énergie. Et nous avons donc le cuivre vert, ce qui le rend l'une des plus grandes opportunités en Afrique. Alors, voici donc des exemples qu'il faut répéter à l'échelle. Donc, dans le rapport, nous avons la nécessité de renforcer le système énergétique à l'échelle. En dernier lieu, nous avons également fait des investissements dans les infrastructures numériques en Afrique. Nous avons vu par exemple la vulnérabilité. Nous avons également vu l'expérience. Nous avons passé d'accès à Internet sur le continent. Nous avons 40% d'accès à Internet, tandis que la moyenne mondiale est à 60%. C'est vrai qu'en Afrique, c'est beaucoup plus coûteux. Mais quels sont les investissements qu'il faut faire à moyen terme? Enfin, au dernier maillon, où malheureusement la plupart des pays africains ne vivent pas en zone urbaine. Quand il s'agit par exemple des activités sur des établissements scolaires, il faut donc essayer de se focaliser sur comment renforcer les infrastructures pour autonomiser nos peuples. Il faut renforcer les infrastructures qui peuvent nous permettre de quitter le cycle vicieux, n'est-ce pas, des économies que nous avons sur le continent. Oui, je vois que c'est tellement intéressant. Si on vous laisse parler, ce sera sans fin. En tout cas, merci. Vous avez planté le décor. On aura l'opportunité de revenir vers vous. Vous avez donc ici un avant-goût de ce rapport. Je sais que l'équipe AFC a donc mis le code QR. Et si vous sortez de la salle, vous pourrez donc scanner et obtenir une copie de ce rapport. Voilà, vous serez donc les personnes les plus privilégiées avant que ce rapport ne soit disponible à l'endroit du public. Nous avons donc compris, n'est-ce pas, que le maillon moyen est très important. Et ce n'est pas simplement sur le patrimoine, mais aussi la nécessité de la connectivité, de créer des voies et moyens qui permettent de créer un impact en connectant les bouts en bout. Alors, dans vos propos finaux, vous avez parlé du numérique. Nous savons que nous faisons face à des véritables difficultés, n'est-ce pas, en Afrique de l'Est comme en Afrique occidentale, avec les déconnexions des câbles sous-marins. Nous savons que le numérique est également très important. Et puis, j'aimerais donc poser la question à Arnaud tout d'abord. Parlons-nous un peu des défis numériques en Afrique. Dites-nous un peu quelques réflexions. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que nous pouvons adresser cette problématique? Merci, bonjour à tout le monde. Alors, ce que je peux dire, c'est, avant d'adresser la réponse, il faut donc essayer de cartographier les besoins de l'Afrique pour sa transformation numérique. Et je pense que ceci va soulever des thématiques, notamment le besoin d'évaluer des talents que nous avons en Afrique. Nous devons également évaluer quelles sont les données disponibles nous permettant de faire fonctionner cette initiative. Nous avons besoin d'évaluer le marché et notre façon de cartographier ce marché afin de développer cette intelligence artificielle. Il nous est également nécessaire de s'assurer d'avoir la puissance infrastructurelle pour le développement. Il faut également qu'on s'assure d'établir des cadres sur le développement de la transformation numérique. Nous remarquons également qu'il y a un manque total de la dextérité numérique en Afrique. Et puis, cette équité numérique en Afrique est certainement la plus faible quand on compare avec les autres pays. C'est pourquoi il faut renforcer cette dextérité numérique. Il faut également
améliorer cette culture numérique dans l'informatique, aussi bien que renforcer les compétences numériques en promouvant les talents. Et voilà, les talents au niveau des universités, des établissements scolaires, que ce soit dans le secteur public comme privé. Alors, malheureusement, nous constatons que plus de 800 millions d'Africains n'ont pas du tout accès à l'outil informatique en Afrique. Et puis, ceci pose un véritable problème. C'est pourquoi il faut booster des investissements très rapidement, que ce soit dans l'énergie et dans l'informatique, afin que les deux puissent réaliser la transformation numérique. Nous avons également besoin de l'intervention des grosses entreprises technologiques afin de combler le vide de la stratégie de prix, n'est-ce pas, notamment ce qui se passe dans les pays développés, en Europe ou aux États-Unis. Et puis, j'aimerais donc lancer un appel aux géants de la technologie pour que ces derniers puissent adopter cette approche pour aider l'Afrique à bouger le pouce ou changer la trajectoire, pour s'assurer que toutes les données que nous collectons afin de produire cette intelligence artificielle soient également des données provenant de l'Afrique et non des données provenant du reste du monde. Vous savez, il ne s'agit pas de réinventer la roue, mais il faut s'assurer que nous attaquions précisément l'environnement de l'Afrique qui n'est pas la même disposition comme ailleurs. Nous remarquons également qu'il faut disposer d'une réglementation robuste pour s'assurer que toutes ces initiatives se passent, n'est-ce pas, sans perturbation, de façon fluide. Il faut également passer à l'adoption d'autres réglementations. Soyons plus pragmatiques. Voilà, je pense que c'est donc un appel. J'appelle au pragmatisme pour que ceci devienne une réalité. Donc, voici un tout petit peu ce que je constate. Et je pense qu'il faut agir très rapidement pour s'assurer que la transformation numérique et que ce parcours de l'intelligence artificielle avance très rapidement. Merci, très bonne perspective. Vous avez dit qu'il est nécessaire d'éduquer, de former, d'aller rapidement, de passer à l'échelle. Alors, quelle est votre opinion par rapport à cela? Merci et bonjour à tout le monde. Merci au gouvernement du Rwanda et bien sûr à l'Africa CEO Forum de nous accueillir. J'aimerais donc parler par rapport à la zone économique spéciale. Et je suis très heureuse que l'AFC ait investi dans le projet Rise en Afrique, car je pense que ce sont des catalyseurs permettant de transformer les infrastructures numériques, aussi bien que l'agenda numérique au niveau continental. Alors, parlons un peu de la zone économique spéciale, ou les zones économiques spéciales. Il est très important que les entreprises puissent être incorporées pour adopter la connectivité à haut débit. Et puis, vous savez, nous sommes peut-être les nouveaux dans la danse quand il s'agit donc d'infrastructures. Il y a donc toutes sortes d'innovations, notamment les parcs technologiques qui contribuent à nos zones. Et puis, c'est ce qui se passe en ce moment. Nous sommes également un sol fertile pour tenter, n'est-ce pas, des initiatives d'innovation. Donc, on essaye d'attirer tous les acteurs dans notre zone. Et il faut dire que les zones économiques spéciales sont des zones qui disposent d'avantages stratégiques au-delà même de la fiscalité. Et ça donc encourage beaucoup d'entreprises de se domicilier et d'en profiter. Par rapport aux choses qui nous intéressent, et nous l'avons remarqué hier soir quand on a regardé la vidéo de Arise, c'est donc la nécessité de créer de l'emploi. Et puis, en analysant l'agenda numérique, je pense que l'un des objectifs en Afrique recherchés, c'est la création de l'emploi pour les talents africains. Et puis, lorsqu'on regarde un peu la façon dont nous mettons à l'échelle les compétences numériques, qu'est-ce qui devra être pertinent? Hier, on en a parlé au cours de la forum. Quelle sera, par exemple, l'éducation de l'avenir? Mais on peut donc saisir cette opportunité pour renforcer, n'est-ce pas, ce qui existe. Voilà, donc, les zones économiques spéciales jouent un rôle de catalyseur. Nous pouvons également servir de partenaires. Et puis, si les gouvernements s'intéressent aux zones économiques spéciales, alors il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites dans
ces zones, ce sera un peu comme une espèce d'environnement contrôlé où on pourra voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et qu'est-ce qu'on peut répliquer à l'échelle continentale. J'aimerais donc, n'est-ce pas, défendre la nécessité d'encourager les zones économiques spéciales comme étant catalyseurs de l'avenir. Oui, merci. Je voudrais un peu rester dans cette perspective des zones économiques spéciales avant de passer à la logistique. Alors, vous êtes des véritables catalyseurs de la transformation numérique, mais vous êtes aussi des vrais catalyseurs de l'intégration régionale et l'intégration africaine. Nous savons que c'est quelque chose qui est primordial au niveau continental. Il nous est impossible d'avancer si nous ne disposons pas de ce marché commun, ce marché unique sous-régional et régional. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, écoutez, pour y revenir, quand vous regardez par exemple l'intégration régionale et quand vous regardez les zones économiques spéciales dans leur politique, nous avons des procédures douanières. Et puis, vous voyez que ce sont des politiques qui représentent des opportunités à bout portant qu'il faut prioriser. Quant à la recherche de l'intégration, plus nous priorisons, plus nous identifions les points communs, plus nous harmonisons, eh bien, ça nous permettra d'accélérer la croissance des zones économiques spéciales. Nous y sommes. Je voudrais parler un peu de la communauté d'Afrique de l'Est par rapport à cela. Pour la première fois, il y a finalement des discussions sur les zones économiques spéciales et leurs procédures, et cela a eu lieu cette année. Voilà, je pense que ça pourrait servir d'exemple. Mais concernant la ZLECAf, il n'est pas nécessaire de, n'est-ce pas, je ne sais pas, de travailler au niveau de toutes les entités régionales. Mais je pense que l'expérimentation est très importante. En tout cas, hier, on l'a constaté pour le cas de l'Afrique de l'Ouest. J'aimerais également ajouter l'Afrique de l'Est qui est prête pour l'intégration, pour se servir de cet exemple, et nous pouvons réellement faire de cela une réalité. Oui, l'Afrique de l'Est est prête. Est-ce que le reste du continent est prêt? Je sais que vous intervenez un peu partout. Est-ce que vous pensez que nous sommes prêts aujourd'hui pour cette intégration? Est-ce qu'on peut avancer dans la perspective de la ZLECAf? Vous pensez que c'est réalisable? Oui, j'aimerais d'abord saluer l'initiative des zones de libre-échange parce que ce sont ces zones qui serviront, n'est-ce pas, de moteur de la ZLECAf. Bon, la ZLECAf peut réaliser grâce aux zones économiques spéciales. Si on veut renforcer ce marché, si on veut relocaliser la chaîne d'approvisionnement, vous avez écouté les leaders. Les leaders ont été clairs dans leurs propos. Ils ont dit qu'ils ne peuvent plus continuer à accepter d'exporter les matières premières. Mais qu'est-ce qui a été réalisé? Oh, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour encourager l'intégration. Des aéroports, les ports, etc. Mais comme on l'a mentionné hier par ma voisine, il y a également des écarts, il y a des différences. Alors, beaucoup de raisons me poussent à aimer, n'est-ce pas, le chemin de fer. Ça permet donc de désengorger les pays enclavés pour la décarbonisation. Nous en parlerons plus tard, mais je pense qu'il faut trouver des voies et moyens pour financer ces infrastructures qui sont essentielles pour le développement de la zone de libre-échange continentale. Alors, vous avez également parlé de la numérisation et les investissements. Il a été mentionné, Ralph a mentionné hier qu'il faut mettre ces choses à l'échelle. Vous savez, nous sommes arrivés à un moment où on ne peut plus dire nous allons arriver à 5 ou 10%. Non, il faut aller à l'échelle, plus loin. Si nous voulons que les zones franches soient efficaces, eh bien, il faut avancer un peu plus vite. Un peu plus vite en termes de marchandises, etc. Alors, pour la question sur les zones franches, vous savez, par exemple, l'informatique, etc., nous avons besoin des clouds, de dématérialisation. Ça fait beaucoup de processus. Nous avons déjà agi de notre façon, mais je pense que il faut des promoteurs comme vous pour faire de ça une réalité. Il y a un chiffre qui a été annoncé concernant les échanges entre l'Asie qui s'avoisine à 500 millions, alors que l'Afrique 5 millions, et l'Europe 500 millions et l'Afrique 500 000. Mais grâce à vous, on pourra donc atteindre le chiffre européen.
Et on va donc changer la donne des échanges de l'Asie vers l'Afrique, et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de nous préparer et nous croyons que nous sommes prêts. Et oui, si les gens qui travaillent derrière les rideaux disent que nous y arrivons, nous avons confiance. Mais beaucoup d'entre vous ont parlé du financement, la nécessité du financement. Nous savons qu'aujourd'hui, nous pouvons témoigner, n'est-ce pas, des organisations internationales financières qui sortent du continent. Et comme on le dit de façon régulière, il faut trouver des solutions en Afrique. Et parmi ces solutions africaines, il faut donc avoir... il faut garantir des fonds. Donc, dites-nous un peu davantage par rapport à votre opinion sur comment trouver des solutions dans le financement et comment est-ce que vous travaillez de façon discrète pour apporter des solutions. Oui, à ADF, nous essayons d'apporter des solutions afin de mobiliser davantage de financement, non pas seulement de l'extérieur, mais aussi au niveau continental, parce que nous faisons face à un défi. Nous trouvons que l'argent ne coule pas convenablement. C'est donc cet écart financier que nous avons identifié. Quand vous regardez par exemple le financement du secteur privé, généralement c'est basé sur les PME qui représentent 98% du secteur privé. Alors, cet écart financier reste énorme. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est de comprendre la raison pour laquelle il existe ce gros fossé financier, surtout dans le secteur des PME. Et puis, nous avons discuté avec des banques commerciales, parce que ces banques représentent plus de 95% des sources de financement des PME. Nous essayons donc de développer d'autres alternatives de sources de financement pour les technologies financières, les microfinances, et puis toutes sortes de prêteurs. Mais 95% proviennent toujours des banques commerciales. Et sur la base des discussions que nous avons tenues, il y a donc un nombre d'écarts que nous avons identifiés, notamment l'écart des collatéraux, des garanties. Les PME ne peuvent pas fournir des garanties nécessaires. Et c'est la raison pour laquelle le numérique peut intervenir. Et aujourd'hui, nous avons tout type d'actifs amovibles pour représenter la valeur de ces actifs. Nous avons également des informations, des écarts en termes d'informations qui sont un véritable défi en Afrique. La plupart des PME aujourd'hui, quand il s'agit par exemple de la tenue des livres de compte, il y a des difficultés. Il y a même plusieurs comptes, un compte pour le contribuable, un compte pour le contrôleur, un compte familial. Il faut donc essayer de trouver des solutions à ces écarts d'informations. Et nous, l'investisseur doit évaluer le type de risque auquel il encourt. Un autre défi également que nous avons identifié dans le marché, c'est donc l'écart de durée. Le capital qui vient, qui entre, et puis la nécessité des PME. Il y a beaucoup d'investisseurs qui préfèrent investir à court terme, alors qu'un investisseur a besoin des ressources à long terme pour être capable d'injecter de l'argent. Le capital de fonctionnement n'est pas suffisant, mais ils ont besoin de solutions à long terme. Nous identifions donc à ce niveau des écarts, et ceci est donc un écart. Donc, lorsque ces PME ont accès au financement, ils sont capables de gérer cela de façon régulière. Un autre défi que nous avons identifié, c'est notamment l'écart en termes donc de coûts. La plupart des investisseurs préfèrent prendre leur temps pour cibler, n'est-ce pas, les gros objectifs. Par exemple, un objectif de $10 comparé 10 000 $ comparé à $1 million. Ce n'est pas la même motivation. Donc, ils préfèrent les gros contrats, les grosses opportunités, et pourtant, ce sont des entreprises qui ont besoin de ce type de montants et qui sont laissées pour compte. Alors, le défi en termes de produits, vous savez, parfois, les produits ne s'alignent pas avec le besoin des PME. Surtout dans le cycle des affaires. Par exemple, l'agriculture qui aujourd'hui présente des défis. Quand vous regardez par exemple le programme de remboursement de ces dettes ou de ces crédits, vous voyez qu'un montant fixe est payé chaque mois par exemple. Voilà un paiement, n'est-ce pas, par tranche. Dans le secteur agricole, nous avons un cycle d'activité spécial. Nous encourageons donc les banques de s'engager et pour s'aligner, n'est-ce pas, au cycle de remboursement de la PME agricole. Alors, en dernier lieu, nous avons également un rôle très important sur l'écart de perception.
L'écart de perception, c'est l'écart qui existe entre le risque réel et le risque perçu. Et cet écart est immense en Afrique. Les investisseurs pensent que le risque est beaucoup plus élevé comparé à la réalité. Donc, nous essayons de créer des solutions et des instruments afin de réduire cet écart de perception. Merci. Il y a beaucoup donc d'interférences, d'inégalités en termes donc de perception, de financement, etc. Encore une fois, nous parlons également du maillon moyen. Vous avez dit que vous vous y attelez au niveau continental. Les organisations également s'y attellent. Ce sont de très bonnes solutions, je pense, pour l'avenir. Alors, Somaïla, je sais que vous avez parlé du financement. Vous avez également parlé de la crise en termes de dette. Que pensez-vous? Comment est-ce que nous pouvons faire avancer l'agenda de financement dans ce contexte de crise de dette? Merci infiniment. Merci infiniment. Ce qui est très important, c'est de comprendre l'écart de financement qui est nécessaire pour notre développement. Et c'est énorme. Et si vous voulez comprendre cela, il faut essayer de changer la façon de réfléchir sur le financement du développement. Et il faut commencer par se poser la question, comment avoir davantage d'épargne sur le continent? Si vous regardez par exemple ce que nous obtenons par rapport à ce que nous avons, ou bien ce qui nous est possible d'obtenir, vous allez donc constater l'urgence pour nous de restructurer nos économies. Tout récemment, nous avons écouté le président de l'Ouganda qui a parlé de la chaîne de valeur de l'industrie caféière. Il a parlé de ce que l'Ouganda obtient en termes de retour sur cette chaîne de valeur. Eh bien, nous sommes également dans l'industrie du coton et nous savons quelle est la part de l'Afrique dans cette industrie. Par exemple, nous savons que si vous passez de l'exportation de 500 000 tonnes de coton à 500 000 tonnes de vêtements, est-ce que vous savez que c'est multiplié par 90 en valeur? Et nous savons également que si on veut exporter des minerais, des métaux, pour la confection des batteries au niveau de la chaîne de valeur, ça représente environ 1 milliard de dollars. Et donc, c'est des milliers, des milliards de dollars en marché. Et donc, l'entrée minière est moindre. Ça représente 11 milliards. Si on parle, par exemple, des batteries, aujourd'hui, à l'étape intimidante, ça représente 240 milliards de dollars. Vous voyez donc que ça fait 1000 milliards. Ça montre donc qu'est-ce que nous pouvons gagner en termes d'avantages sur cette transformation supplémentaire. Et c'est de cette façon qu'on peut transformer le capital et comment est-ce que nous pouvons épargner davantage sur des affaires à long terme. Mais de façon pratique, nous avons des épargnes dans nos fonds de pension, au niveau donc des assurances et des compagnies d'assurance. Il faut donc essayer d'échanger l'allocation des actifs. Nous recherchons, nous sommes soucieux de la croissance des économies. C'est vrai, nous sommes dans l'épargne des pensions. Il faut se focaliser sur la sûreté, la sécurité. Oui, c'est vrai, on se concentre beaucoup plus sur la sécurité que sur le retour. Mais il faut trouver également cette opportunité de croissance. Si nous regardons par exemple dans les économies très avancées, il y a une allocation de près de 5%, pour certains 2%, où il y a donc des activités d'entreprise, ce qui a donc donné l'opportunité à Microsoft, Google, Apple, récemment pour les jeunes, Snapchat, voilà, c'est ça, ouais, c'est pour les jeunes. Moi, ce n'est pas mon époque, tout à fait. Voilà, donc toutes ces choses ont été financées par les épargnes à long terme. Il est donc très important qu'en tant que décideur, c'est vrai, on peut se focaliser sur la sécurité, mais il faut créer une opportunité pour que nous puissions nous lancer dans des entreprises qui peuvent encourager la croissance au niveau de l'économie. Nous nous sommes focalisés sur la mobilisation donc des épargnes au niveau local. Nous avons également l'autorité d'investissement souverain au Nigeria qui fournit donc des garanties pour le fonds de pension pour investir dans l'agriculture. Et je pense que ce modèle peut être répliqué sur toute l'Afrique.
Voilà, ce genre d'initiatives doivent être répétées à l'échelle. Nous avons également besoin de voir quelle est l'allocation des patrimoines pour les fonds de pension. Il y a quelqu'un qui m'a dit tout récemment qu'il y a des milliers de milliards de dollars en termes donc d'épargne, des pensions. Voilà. Donc, si on essaie de trouver le chiffre exact et de voir quelle est la quantité qui peut être injectée sur le continent, alors ce que nous conseillons, c'est depuis plusieurs années. J'ai eu l'opportunité de m'entretenir avec les responsables de l'industrie de gestion de pensions au Nigeria. Je leur ai donc recommandé de créer une allocation pour les fonds d'infrastructure. Il faut créer une allocation pour les fonds propres privés, aussi bien que pour des émissions obligataires. On ne veut pas que les pensionnaires prennent la retraite et perdre leurs épargnes pour acheter le diesel ou bien les générateurs d'énergie. Il faut leur donner une meilleure qualité de vie. Donc, il faut trouver une bonne façon pour nous de rechercher des avantages à long terme et de créer des politiques qui permettent une meilleure qualité de vie. Il faut se focaliser beaucoup plus sur les personnes. Il faut voir comment est-ce que les Africains peuvent être autonomisés. Et je pense que c'est ce qui devrait motiver notre stratégie. En dernier lieu, j'ai toujours défendu la cause selon laquelle il faut miser beaucoup plus l'investissement sur la croissance durable, sur la transition énergétique. Le gouvernement ne peut pas simplement se focaliser sur la consolidation des réserves. Il faut avoir une politique délibérée aux fins d'investissement qui pousse la croissance. Si vous regardez les économies telles que la Chine qui a donc la plus grande épargne aujourd'hui, parce qu'ils ont renforcé une capacité économique qui leur permet de réinvestir. On ne peut pas simplement s'intéresser à payer pour les importations, mais il faut également renforcer les capacités pour générer des épargnes qui nous permettent d'épargner. Alors, merci beaucoup. C'est une grande défense que vous venez de faire. La dernière intervention, avant que je passe la parole au public pour les questions. Alors, Arnaud, vous travaillez sur le continent. Vous travaillez également hors du continent. Vous avez certainement entendu plusieurs données sur le financement, sur l'intégration des données. Comment est-ce que vous vous sentez? Qu'est-ce que vous pouvez dire concernant ces deux points-là, les investissements? Comment est-ce que des entreprises familiales qui sont sur le continent, qui représentent les entreprises qui sont beaucoup plus présentes dans notre secteur privé. Donc, comment est-ce que vous pensez qu'on peut établir des régulations pour régler ces questions? C'est une très belle question. Le développement du groupe a été fait par la région Est de l'Afrique. Et elle est très avancée sur les questions d'intégration, bien sûr. Alors, nous surfons un peu sur ces différentes questions. Nous avons eu différentes conventions également qui nous ont donné beaucoup d'opportunités de pouvoir déplacer les marchandises, déplacer également les personnes à travers le continent. Donc, ce n'est pas vraiment un problème. Disons, c'est vrai qu'aujourd'hui, le Kenya a établi un visa. Donc, nous devons payer $30 pour avoir le visa chaque fois que je dois me rendre au Rwanda avec mon équipe. Mais le Kenya est un très beau pays. Mais j'aimerais prendre la parole pour défendre le commerce et le libre-échange. C'est très important et il faut que ce soit mis en œuvre assez vite parce que cette stratégie ou cette disposition va nous permettre de générer 60 milliards de dollars en termes de commerce par an et ce sont des grands chiffres comme vous pouvez le voir. Pour le faire, je pense que à mon opinion, je pense qu'on doit avoir 4 étapes. La première étape, c'est de retirer les tarifs des acheteurs. La seconde chose, je pense qu'il faut harmoniser le mouvement de libre-échange des biens et des services et nous devons nous ouvrir à un marché singulier comme c'est le cas en Europe ou encore en Asie. Ce sont des continents qui s'en sortent vraiment bien. J'ai parlé également du COMESA qui travaille pour nous.
La troisième étape, c'est d'avoir des régulations assez fortes, des règles assez fortes qui nous permettent de pouvoir manœuvrer dans un environnement qui est assez sain et qui nous permet de pouvoir prospérer dans un environnement où les gens sont vraiment motivés. Et nous devons également améliorer tout ce qui est logistique en termes de transport sur cet espace-là. Et cela requiert beaucoup de moyens, évidemment, mais je pense que les ressources sont quand même rares en Afrique. Alors, probablement, je pense que les ressources locales peuvent être mobilisées pour ces projets-là, mais je pense qu'il faudrait aussi faire recours à des institutions financières internationales afin d'être plus agressif en termes de financement. Quand je parle d'agressivité, je parle de pouvoir travailler avec des monnaies étrangères ou peut-être des monnaies locales. Ça nous permettra d'avoir des taux moins élevés, mais je pense qu'il faudrait vraiment se pencher sur les investissements étrangers et internationaux. Alors, je pense qu'il y a quelque chose à faire dans ce sens-là. Le secteur public doit entamer la marche et je pense que le secteur privé est également clé dans cette démarche-là, dans tout ce qui est implémentation des zones économiques spéciales. Mon groupe est vraiment motivé à développer et établir nos activités en Afrique de l'Est parce que nous pensons que cela va véritablement booster le commerce et bien sûr améliorer l'activité en général. Je pense que Brenda est très heureuse. C'est la personne qui pourra financer les différentes activités dans la zone économique. Alors, nous allons prendre maintenant quelques questions dans le public et puis revenir pour rapidement résumer. Donc, est-ce qu'il y a des micros? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions, qui ont des remarques? Alors, il y a une question devant. Est-ce que nous avons un micro? Alors, mon nom est Mathieu Soya. J'ai travaillé dans l'Afrique subsaharienne pendant plus de 20 ans. J'ai une question pour vous tous. Pour avoir un meilleur futur en Afrique, si je devais vous donner un seul outil, si je devais vous demander de donner un seul outil, lequel est-ce qu'il serait et pourquoi vous choisirez celui-là? Alors, vous avez pris ma dernière question. C'est la dernière question que je m'apprêtais à poser, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que quelqu'un peut m'aider avec le micro, s'il vous plaît? Alors, le micro ne fonctionne pas. On va attendre un peu. Bonjour à tous, je suis Boumi Badjamo, je suis à EcoBank. J'aimerais poser une question concernant les zones économiques spéciales. Nous avons eu plusieurs gouvernements en conjonction avec le groupe Arise qui ont établi des zones économiques. Ce que nous remarquons, c'est que les zones économiques deviennent plus chères en termes de fonds quand nous les comparons aux institutions au sein du pays. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qui pourrait être fait pour que les entreprises soient plus enclins à investir dans les zones économiques. Est-ce que les zones économiques peuvent être plus abordables en termes de prix? Et la deuxième question concernant les personnes qui travaillent dans les zones, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils font pour améliorer l'attractivité et qu'est-ce qu'ils font pour que les corporations soient au courant de tout ce qui se passe dans ces zones économiques-là. Merci beaucoup. Nous allons prendre encore 2 questions. Bonjour à tous, je suis de Afriland First Bank. J'ai 2 questions. La première question est adressée à Madame Maki. C'est concernant les zones économiques. Je ne suis pas très convaincue,
peut-être qu'elle pourrait me donner beaucoup plus d'arguments. Est-ce que ces zones économiques-là fonctionnent véritablement en Afrique? Est-ce qu'on a eu des résultats significatifs en termes des zones économiques dans notre contexte? Et la deuxième question est adressée à M. Jules Gankam. Il a parlé des écarts et il y a un écart en particulier qui m'a intéressé. Les écarts de perception. Alors, j'aimerais qu'il donne plus d'idées, plus d'explications. Comment est-ce qu'il les évalue? Comment est-ce qu'il établit les critères? Et de façon plus importante, quelles sont les solutions qu'il peut apporter pour réduire ces écarts-là? Ce sont mes questions. Merci. Alors, la dernière question. Bonjour à tous, je suis Pierre de Canal Box. Parlons de la numérisation. Vous pouvez parler un peu plus fort, merci. Alors, parlons de la numérisation et du fait de connecter les utilisateurs finaux et les producteurs. Au Rwanda, nous sommes le premier réseau ici au Kigali et nous connectons de nombreuses personnes. Alors, ma question est celle-ci. Vous avez parlé de la numérisation de GL. Comment est-ce que nous pouvons vous aider à atteindre ces objectifs-là? Et comment est-ce que vous pouvez identifier les besoins? Comment est-ce que nous pourrons vous aider dans cette démarche? Merci beaucoup. Nous allons maintenant répondre aux différentes questions. On commencera par Brenda et puis ensuite Philippe et ainsi de suite. Merci beaucoup. Est-ce que je dois répondre à la fin? OK, nous répondrons aux questions au fur et à mesure. La première question aura sa réponse en fin. Alors, j'aimerais commencer par répondre à la dame de EcoBank. Parlons des zones économiques. Bien sûr, il y a des critères que vous devez remplir avant d'être domicilié dans ces zones économiques-là. L'un de ces critères-là, c'est le mouvement des capitaux, la structuration de votre entreprise. Et nous faisons également un calcul des profits pour vous montrer les profits, la valeur de l'entreprise afin de savoir si votre entreprise peut être domiciliée dans la zone économique. Ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est bien sûr pour beaucoup d'entreprises. Alors, il n'y a pas de raison que ce soit beaucoup plus cher d'être inscrit dans une zone économique si les critères sont requis, si les critères sont remplis. Alors, je pense qu'il s'agit de la structuration de l'entreprise et puis votre perception de ce qui peut être fait. Donc, je pense qu'il est très important de comprendre la proposition de valeur de chaque business, de chaque entreprise pour voir quelle est votre marge de profit. Maintenant, en question de... Je parle maintenant de la deuxième question. Comment est-ce que SEZ fonctionne? C'était un peu difficile de vous comprendre, monsieur. Je ne sais pas si vous pouvez reprendre la question, peut-être. Alors, j'aimerais que vous me montrez des exemples de zones économiques qui ont fonctionné sur le continent. Je pense que Arise peut vous donner ces détails-là, mais il y a au Kenya, par exemple, il y a de nombreuses zones économiques. Il y a plus de 40 zones économiques au Kenya. Maintenant, s'il y a plus de 40, je vous assure que c'est parce qu'elles fonctionnent. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent être hésitantes et les profits peuvent ne pas être démontrés ou montrés publiquement. Mais le point focal, le point primordial, c'est de s'assurer qu'il y ait des profits. Nous voulons aussi avoir un environnement qui est contrôlé afin de pouvoir gérer les différentes entreprises puis s'assurer toujours qu'elles soient profitables, comme on a dit. C'est une situation gagnant-gagnant que nous voulons. Donc, il y avait un grand documentaire hier soir qui parle de différentes entreprises qui ont pu prospérer dans ces zones économiques. J'aimerais aussi ajouter un point. Cette question est très importante pour parler de la compétitivité des coûts dans ces zones-là. Et la deuxième question est également importante. Parlant des opérateurs, je pense qu'il y a différentes stratégies pour différentes zones économiques. Il y a certains qui les voient comme des zones où ils peuvent
établir des banques et puis vendre des parts à différentes personnes. Le deuxième point, c'est également concernant la chaîne de valeur. Comment est-ce qu'on peut percevoir les chaînes de valeur? Par exemple, au Gabon, on parle des timbres et des forêts et il est clair que 30 000 jobs ont été créés, 30 000 emplois ont été créés. Le pays a eu plus de 1 milliard dans son PIB, dans les zones économiques, grâce aux zones économiques. Et il y a tellement de valeur qui a été créée. Pourquoi? Parce qu'on a regardé à la chaîne de valeur entière et on a créé des synergies à l'intérieur de ces chaînes de valeur-là pour différents opérateurs. Et c'est la même chose que nous avons fait concernant la chaîne de valeur du coton et différentes zones, différentes autres matières premières. Donc, on doit regarder à la valeur nationale et puis s'assurer que les producteurs aient leur marché, aient leur part de marché. On doit s'assurer que les personnes qui font la transformation aient également leur part en termes d'énergie. Et puis, le point concernant les coûts, c'est très important. Nous devons essayer d'avoir les coûts les moins importants et notre opinion, c'est que les systèmes d'énergie sont très importants et l'Afrique doit pouvoir les acquérir pour transformer ces matières premières. Donc, il s'agit des chaînes de valeur et puis de l'efficacité des coûts. Donc, on peut regarder en termes des apports, en termes des gaz naturels, en termes d'hydroélectricité, en termes d'énergie solaire qui sont tous requis dans ce processus de limiter les coûts. Merci beaucoup. Alors, pour répondre à la question et ajouter à ce qui a déjà été dit par Soumaïla, je pense que la compétitivité dans les zones économiques représente un point très important et nous devons tout faire pour être aussi efficace que possible. Alors, dans cette démarche-là, nos jobs sont de plus en plus sophistiqués. Nous utilisons de plus en plus de données, de plus en plus d'intelligence artificielle. Juste pour vous donner un exemple, dans les trois précédentes années, nous avons formé environ 3000 personnes dans le domaine de la technologie, de l'innovation et du management. Nous avons 2 centres digitaux, un à Abidjan et un à Johannesburg. On prévoit ouvrir un autre centre en Afrique de l'Est. Donc, pour répondre à votre question, je pense que nous avons besoin d'une communication très importante et ça, c'est un point clé. Comme je l'ai dit dans mon discours introductif, je pense que nos applications seront tous basées sur des clouds. C'est le futur. C'est très important de le faire, nous n'avons pas d'autre choix parce que tout est fait en Afrique et c'est important que nous puissions faire ces activités-là en s'alignant aux standards internationaux. Alors, Jules aussi avait une question à laquelle il devait répondre. Je pense que la première question, c'est concernant la perception des écarts. La question sur le changement, ce sera la question à laquelle on va répondre à la fin. Alors, tout est parti de... Alors, nous avons vraiment eu un challenge concernant ce point-là et c'est un modèle qui est plus adapté aux pays occidentaux. C'est pour cela que de plus en plus, on a des agences d'annotation qui peuvent bien établir ou étudier les risques des différentes entreprises et puis avoir des chiffres qui sont plus proches de notre réalité. Je pense que la façon de régler cette question d'écart au niveau des perceptions, c'est de connaître la garantie de nos produits, de pouvoir rassurer les investisseurs, de pouvoir les informer, qu'ils soient informés sur les questions des types d'investissements qu'ils sont appelés à faire. Aussi, nous sommes ouverts à des risques pourvu que ces risques-là soient mineurs et bien étudiés. Donc, nous avons du succès lorsque nous perdons des clients dans notre domaine. Voilà, c'est le contraste que nous avons en tant que société d'annotation.
Mais je pense aussi que la donne doit changer. Nous devons également raconter notre propre histoire et pas seulement les histoires à succès de l'Occident. Nous devons nous concentrer sur ce que nous avons ici. Nous avons des champions à travers le continent. Nous avons des entreprises qui s'en sortent de façon exceptionnelle. Et il faut que nous puissions montrer ces personnes-là et ces informations-là doivent être distribuées de sorte que les prêteurs et les emprunteurs aient une idée claire de ce à quoi ils seront exposés. Aussi, lorsque vous devez faire un investissement, vous devez avoir des systèmes de maturité, etc. Je pense que tout cela donne également des chances aux investisseurs afin de pouvoir bien collaborer avec les différents acheteurs. Alors, je pense que ça, c'est très intéressant. Et comme vous avez le micro, je pense que vous pouvez maintenant répondre à la première question. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous pourriez changer? Juste en un mot, juste pour résumer, qu'est-ce que vous pourriez changer pour que les choses puissent fonctionner? Alors, si je pouvais changer une chose en Afrique, c'est il y a trop de monnaie en Afrique. Alors que l'argent se déplace plus facilement, plus rapidement que les produits, que les hommes, que les services. Alors s'il y a des barrières à ce que la monnaie puisse circuler facilement, ça crée vraiment un problème au niveau des partenariats, au niveau de la collaboration. Il y a trop de monnaie en Afrique. Si on peut s'assurer d'avoir une seule monnaie, ça pourra vraiment aider. Donc, une seule monnaie en Afrique. Alors, mon rêve serait d'avoir tous les projets qui sont en cours, de les avoir ensemble. Je pense qu'on peut condenser tous ces projets-là et puis les faire au même moment. Donc, je pense qu'on doit aller à l'échelle supérieure. Alors, malheureusement, je n'ai pas une seule clé magique, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs et je pense que la plus importante d'entre elles, c'est d'avoir des mentalités différentes. Nous devons avoir l'appropriation, nous devons nous approprier notre développement. Nous sommes ceux-là qui pouvons développer notre continent, mais nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous devons avoir également des partenariats. Donc, comment est-ce que nous pouvons négocier ces partenariats-là? Je pense que nous devons avoir la propriété. Nous devons être les acteurs, les pionniers de notre développement, mais nous devons également avoir un cadre de négociation des partenariats dans ce cadre-là. Merci beaucoup. Alors pour moi, ce sera le mouvement libre de la force de travail et puis également des produits. Pour moi, ce sera l'éducation. Il faut que nous puissions booster l'éducation. Pour avoir du succès, il faut éduquer les générations plus jeunes. Et si nous arrivons à le faire, je pense que nous aurons du succès. L'éducation est la clé. Nous avons entendu hier que la qualité de l'éducation est très importante au Maroc. Par exemple, nous avons été en avant, les premiers, les pionniers, les champions dans le domaine de l'éducation. Et je pense que l'éducation, c'est ça. Il faut vraiment booster l'éducation des Africains pour atteindre le succès. Je pense que nous avons entendu des perceptions des acteurs du continent qui ont également fait des plaidoyers dans le sens de l'impérativité, le fait de pouvoir aller plus vite, le fait de pouvoir avoir des échelles plus grandes. Et c'est très important. Je pense que les solutions doivent venir du continent. Nous avons également entendu que ce n'est pas seulement une histoire d'héritage. Nous devons établir des cadres qui nous permettent d'avoir de l'impact. L'éducation est très importante, l'éducation est fondamentale et nous permettra de pouvoir construire ensemble. Merci beaucoup pour toute votre perception. Merci. Je pense qu'ils méritent qu'on les applaudisse fortement et c'est la fin de notre discussion. Alors, n'oubliez pas ceux qui veulent le rapport, vous avez le code QR juste derrière. Merci beaucoup à vous tous. Nous allons prendre une photo du panel et puis nous diriger vers les autres sessions. Merci beaucoup.